pays qui souffle le chaud et le froid. Assis sur d'immenses richesses, l'Iran, 80 millions d'habitants, se prépare à ouvrir son marché. En ce jour du 26 février, journée des doubles élections législatives, le monde est en haleine devant cet acteur central du Moyen-Orient. L'Iran croît sans cesse son influence à Bagdad, à Damas, mais le pays fascine tout autant qu'il inquiète. Entre modernité, héritage de la révolution islamique, la jeunesse, face aux contraintes morales et au manque de perspectives d'avenir, n'abandonne pas pour autant leur quête de liberté sociale. Au même titre que les femmes, bien que juridiquement inférieures aux hommes, qui participent à tous les aspects de la vie politique, sociale, économique et culturelle. Des autorités qui contrôlent les médias étrangers, une capitale sous embargo jusqu'en juillet dernier, l'Iran se trouve désormais aux pointes de la civilisation, aux portes, de la civilisation occidentale. Quel espoir y a-t-il pour l'Iran ? La République islamique se transformera-t-elle en démocratie ? C'est la question que je vais maintenant aborder avec mon invité David Abbassi, bien connu sur cette antenne, animateur pendant des années de son magazine Soleil de Perse et toujours actif dans le processus de laïcisation de son pays d'origine. Bonsoir David. Bonsoir Roxane. Comment allez-vous? Mais très bien, merci, et vous? Très bien, très bien. Merci d'être avec vous. Eh bien, merci de nous rejoindre une nouvelle fois, après de nombreuses années d'antenne sur Ici et Maintenant, donc avec cette émission dédiée à la Perse. Vous avez été journaliste, vous vous intéressez de près à la politique, et donc vous êtes natif de ce pays qui est la Perse, ou l'Iran, je crois qu'on peut dire, on peut les appeler de ces deux façons. Alors, pourquoi avoir choisi de mener ce combat qui est le vôtre, donc c'est-à-dire cette laïcisation de la société iranienne depuis des années? Vous êtes un peu avant-gardiste, on pourrait dire, dans cette lutte. Pourquoi avoir choisi de la mener, et qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'Iran pour venir habiter en France? Merci Roxane. J'étais journaliste, comme vous venez de dire. J'avais 20 ans quand je suis devenu directeur ou rédacteur en chef d'un journal en Iran après la Révolution. Et mon journal, après 6 mois, a été interdit. Pourquoi? Puisque j'ai parlé de la laïcité. C'est-à-dire, dès le départ, j'étais contre le pouvoir religion, pouvoir des ayatollahs, pour politiser notre pays et même politiser l'islam. J'étais contre. Et c'est pour ça, pendant un an et demi, j'ai pu rester et continuer mon combat en Iran. Mais après, puisque j'étais condamné, j'étais obligé de quitter le pays. D'accord. Donc effectivement, la situation des droits de l'homme est jugée très préoccupante en Iran. Mais pour donner un aperçu aux auditeurs de ce qu'est la civilisation persane, qui date de plus de 7000 ans, est-ce que vous pourriez nous balayer un petit peu les grandes lignes historiques de ce pays, finalement toutes les lignes historiques qu'il a connues? Vous avez sans aucun doute entendu de Persépolis, c'est proche, en banlieue de Shiraz, en Iran. Les monuments historiques, âgés de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, ont été découverts par un archéologue français nommé Roman Greshman. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons compris que l'Iran avait une civilisation de plus de 7000 ans. Alors, par exemple, en 1900 et quelques, nous avons ici escalier de Trocadéro. C'était fait imiter exactement de l'escalier de Apadana à Persépolis qui a été découvert 3 ans avant en Iran. Ou par exemple, vous avez les statues de la liberté ici et à New York, fait par un fan de civilisation persane. Et cette statue de la liberté, c'est le visage de Mitra. Cet visage de Mitra actuellement se trouve dans le musée de Londres.
Alors cette ancienneté de la civilisation perse, comme l'Égypte qui a 5000 ans, comme Berbère en Nord-Afrique, ils ont plus de 5000 ans, et bien sûr était, comme vous venez de dire tout à l'heure, avant-garde sur certaines choses, y compris droit de l'homme. Droit de l'homme pour la première fois, c'était écrit par le roi Cyrus, etc. Alors cette grande civilisation ne méritait pas un pouvoir religion depuis 38 ans installé en Iran, qui était, on peut dire, le père de plusieurs exportations de l'islam politique dans le monde. Pour ça, nous, on était contre le pouvoir religieux, contre l'islamisation de politique et contre politique islamisée. Alors ça marchait pas. On était obligé de quitter ou rester, être condamné comme plusieurs milliers d'autres personnes qui étaient assassinées là-bas. Oui, la condamnation à mort est une pratique encore légale en Iran. Donc vous parliez tout à l'heure de Cyrus Ier. L'Empire, enfin la Perse a été en proie à des luttes intestines, puisqu'il y a eu différents clans qui se sont battus l'appropriation des terres pendant des siècles. Donc l'Iran a été successivement en main, aux prises de différents empires, comme l'empire de Cyrus Ier, par exemple, qui fonde l'empire perse, celui des Achéménides. Exact, Roxane, c'est ça. Oui. Donc un pays qui est quand même qui a une forme de résistance, puisqu'il va s'opposer quelque part à ses assaillants. Ou... Bravo, depuis toujours, c'était comme ça, comme vous venez de citer, comme vous venez de dire. Depuis toujours, puisque l'Iran, c'est la route de soie, on dit, il est situé à côté du golfe Persique. L'Iran, plutôt, assez intéressant stratégiquement et économiquement, vous voyez, depuis des siècles. Comme vous savez, dans l'Ancien Testament, quand il parle de la Perse, il dit, à l'époque, on gouvernait sur 138 pays. 138, c'est-à-dire la Perse de l'époque, c'était de la Chine jusqu'à, on peut dire, Turquie d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, toujours, il y avait des combats, il y avait des résistants, il y avait des guerres comme actuellement, vous voyez. Et c'est vrai que c'est un pays qui toujours avait des problèmes, on peut dire. Mais il a aussi beaucoup donné pour la civilisation du monde. N'importe quoi que vous regardez, c'est vrai qu'actuellement, la civilisation, le patron de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est l'Occident. Mais à l'époque, c'était la Perse. Par exemple, vous connaissez le nom d'Avicenne, premier médecin qui était reconnu en Occident, et actuellement l'habillement de tous les juges, avocats. C'est l'habillement d'Avicenne, vous voyez. Et c'était un échange de culture, de civilisation parmi les peuples, on peut dire, et Plateau persan a souffert beaucoup aussi, comme vous venez de dire. Oui, donc une modernité qui était là déjà il y a longtemps, enfin un côté avant-gardiste très prononcé. Donc l'Iran ou la Perse possède l'une des civilisations connues les plus anciennes du monde, c'est ce qu'on vient de dire. L'histoire de l'Iran donc couvre des milliers d'années. Et donc l'Iran, la conquête de l'Iran va commencer en 637 à peu près, donc aux alentours du 7e siècle. Et à quand remonte l'islamisation de ce pays? Alors l'Iran, pendant 2 siècles, 200 ans, va résister en face de l'islam politique. 200 ans de combat, et petit à petit, il va perdre le champ de combat. C'est-à-dire l'Irak d'aujourd'hui. C'était le capital de la Perse à l'époque. Bagdad, c'est un mot 100% iranien, persan, ce n'est pas arabe. C'est Tisfon, Babel, tous ces endroits-là, c'était en Irak. Et Irak surtout, puisque moi je parle 4-5 langues, y compris l'arabe, je le parle bien. Alors Irak, ce n'est pas un mot arabe. Irak, ça veut dire Iranac. Iran, Iranac. Chirac, Chirac. Shir, ça veut dire lion. Quand on dit Chirac, ça veut dire le petit lion. Quand on dit Iranac, ça veut dire le petit Iran, l'Iran le petit. C'est pour ça à l'époque, l'Irak d'aujourd'hui,
même c'était capitale de la Perse, Bagdad. Alors, l'islam était seulement dans la péninsule d'Arabie Saoudite, de grandes villes de l'époque, moins de 20 000 habitants, Médine et Mecque. Après, le prophète de l'islam, bien sûr, que lui, il est décédé, les musulmans, ils commencent à sortir d'Arabie. Aujourd'hui, on dit Arabie Saoudite, mais c'est péninsule d'Arabie. Et avec les guerres et tout ça, ils vont avancer, etc., etc. Et l'Iran, petit à petit, il a reculé. Maintenant, actuellement, c'est vrai que l'Iran, depuis 14 siècles, est la main de l'islam, comme Algérie, comme l'Égypte, comme Phénérine au Liban, comme Babylone, Syrie, en Syrie, ils étaient obligés de tout abandonner, leur croyance, leur religion qu'ils avaient, même leur langue. Ils parlent maintenant arabe au fond. Mais la Perse, quand même, les Turcs, ils ont gardé leur langue, ils parlent perse, ils parlent turc. Alors, les Perses, avant l'islam, qui étaient fidèles de Zarathustra, et ils se sont émigrés, réfugiés en Inde. C'est pour ça qu'en Inde, vous voyez beaucoup de Perses, on dit les Perses toujours, et ces gens-là, ils occupent une couche sociale assez importante en Inde. Voilà. Donc ça fait partie de la diaspora iranienne. Exact. Qui se monte à combien aujourd'hui? En Inde? Non, partout dans le monde. Alors, vous savez, partout dans le monde, environ, nous avons, si on parle de notre siècle, 20e siècle et 21e siècle, nous avons environ 7 millions de personnes qui ont quitté l'Iran. Mais si on parle il y a déjà 1400 ans, le départ de l'islam dans certains pays, y compris l'Iran, oh là là, c'est une longue histoire. Mais on peut dire que la conversion à l'islam est progressive jusqu'au 9e siècle. Si on remonte lointainement, non? C'est-à-dire 9e siècle, l'islam il est installé dans la plupart des pays perses, voilà, et les califes, c'est-à-dire les chefs de Daesh d'aujourd'hui, soi-disant, on peut dire, ils gouvernent la totalité d'Irak, d'Iran, Syrie, même Turquie et tout ça, vous voyez. Mais pendant 200 ans, il y avait une résistance assez dure envers on peut dire les Arabes et les musulmans, pendant 2 siècles, bien sûr, beaucoup de sacrifices, etc. Mais à la fin, ça se calmait, mais toujours les mouvements semblent exister. Surtout que, par exemple, actuellement, vous entendez tous les jours, on parle de chiites et sunnites et tout ça. Par exemple, le chiisme, c'est une branche de Zarathustra, qu'ils ont emprunté certaines choses de l'islam pour pouvoir résister et pour pouvoir combattre contre l'islam, vous voyez. C'est ce qui explique que la population iranienne est en majorité chiite actuellement? Exact, oui. D'accord. Donc, il y a donc une conversion à l'islam qui est progressive. Qu'est-ce que nous a apporté cette grande civilisation? Vous l'avez un petit peu énoncé, mais si on rentre un peu plus dans le détail, vous diriez quoi? Civilisation perse? Oui. Alors, déjà, dans mon livre Perse, 7000 ans de civilisation, j'ai déjà écrit, par exemple, New York Times, 1964, il fait un article, il dit le premier cave de fabrication de vin a été trouvé à côté de Persépolis, Shiraz, en Iran. C'est-à-dire, le vin, il vient d'Iran. Si vous tapez sur l'Internet café, ça vient d'Iran, de la Perse. Même le café, le bistrot que vous voyez ici à Paris, le café quand on le prend, à l'époque, on s'appelait en Iran Kahvekhane, c'est-à-dire maison de café. Café aussi, c'est d'origine persane, pomme de terre d'origine persane, mais également chirurgie, neurochirurgie, c'est-à-dire il y a déjà 5500 ans, nous avons, dans mon bouquin, j'ai mis les photos. On faisait chirurgie de cerveau. D'accord. La médecine, la pharmacie, également, l'ancienneté arrive
de la Perse. Hmm. Et beaucoup d'autres choses qu'on ne va pas parler ce soir ici. D'accord. Maintenant. Donc voilà, une civilisation riche. En tout cas, donc historiquement, on peut dire qu'il y a le califat qui s'installe. Le pouvoir des califes diminue progressivement et plusieurs dynasties régionales émergent en Iran entre 820 et 1005, dont les Samanides par exemple. Donc ces derniers rivalisent avec Bagdad et créent d'importants foyers de vie intellectuelle et artistique, il me semble. Exact. Mille et une nuits et Shahrazad. Voilà, et tout toute la littérature persane. C'était à l'époque de personnes, les Abbassides. Les Abbassides, mes ancêtres, qui étaient au pouvoir pendant 500 ans. Voilà. Donc ensuite, l'Iran se trouve confronté à différentes invasions, dont les Mongols, les Turcs, Tamerlan, qui conquiert la totalité de l'Iran et en devient l'empereur en 1381. Et puis, donc voilà, différentes dynasties se succèdent. Le pays est ensuite la proie des luttes tribales pour la conquête du pouvoir entre les Afghans, les Afshars, les Qajars et les Zandes. Zandes, Karim Khan Zandes, oui, Zandes. Oui, bravo. Vous prononcez bien, non? Ah bah merci. Le pays est presque réunifié en 1750. Et une dynastie est mise en place de 1794 à 1925. Où le pays retrouve ordre et stabilité, mais les marchands et les oulémas, donc les chefs religieux, deviennent des membres importants de la société iranienne. Cependant, on constate déjà une classe dirigeante un peu corrompue et le peuple qui est exploité par ces dirigeants. Vous me dites si je dis des bêtises. C'est exact. Et bien sûr, à ce moment-là, les puissances coloniales russes et britanniques tirent parti de cette situation de par leur supériorité technologique et militaire. Et on assiste à une vague très importante que connaît l'Iran, qui va être importante dans son développement économique et social. C'est cette phase de modernisation que connaît l'Iran, avec les premières tentatives iraniennes de modernisation qui se créent durant la révolution constitutionnelle persane de 1906. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur cette modernisation? Alors ça, c'était le premier pas vers la civilisation occidentale, on peut dire. Pourquoi? Puisqu'à cette époque-là, l'imprimerie va entrer en Iran. L'Iran va voir la parution des journaux. Et même, malheureusement, c'est là-bas que le mot ayatollah va être créé. C'est-à-dire, jusqu'à ce moment-là, les clergés, on ne le nommait pas comme aujourd'hui. On disait Monsieur Al-Haji, par exemple, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, avec l'intervention idéologique, on peut dire, des Britanniques, en même temps que l'imprimerie entre en Iran, et certaines idéologies pour organiser des ayatollahs, pour organiser les chiites et les clergés chiites entrent en Iran. Et c'est là qu'on va créer le mot ayatollah, ça veut dire symbole d'Allah, symbole de Dieu, en face de Zellullah. Zellullah, ça veut dire l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu, c'était le roi. Alors, ils vont créer une autre force en face de lui, c'est ayatollah. Les clergés, et bien sûr cette révolution va être gérée par 5 grands ayatollahs. Tous les 5 ayatollahs étaient contre le système des ayatollahs, puisque de ça aussi je parle dans mon bouquin Rationalisme et religion, que j'ai écrit il y a déjà 25 ans. Là, cette révolution également, pour créer, on peut dire, le Parlement iranien, parce que c'est le départ de la création du Parlement iranien, ne va pas être réussi, puisque les ayatollahs ils font des interventions et ils s'imposent dans la constitution iranienne le veto des ayatollahs. Oui, qui sont même, je crois, en droit de destituer le président de la République islamique d'Iran. À l'époque, il y avait le roi, mais bien sûr, et on parle avant la révolution islamique d'Iran, mais après la révolution islamique d'Iran, c'était 1979, c'était la révolution islamique d'Iran, vous voyez. Alors, vous avez dit les ayatollahs étaient contre le système des ayatollahs, c'est-à-dire? Il y a déjà 100 ans. C'est-à-dire le départ du mouvement de la construction du Parlement iranien,
que vous avez parlé au départ. À l'époque, les clergés chiites, et ils disent il fallait que les ayatollahs, les clergés chiites, ils sortent de domaine éducative et scolaire, puisqu'à l'époque, l'école était à la main des ayatollahs. Et le pouvoir, la justice également, c'était à la main de ces gens-là. Mais il y avait certains étudiants qui sont venus en Occident, en France, Suisse, ils ont étudié et ils ont appris certaines choses qui n'existaient pas encore en Iran. Et quand ils sont retournés, ils ont demandé un changement pour limiter le pouvoir de roi. Et cette révolution, c'était avant la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire ça c'était début du 20e siècle, vous voyez, cette révolution. Cette révolution qu'on avait fait au début du 20e siècle, les ayatollahs, les 5 qui vont créer la constitution, première constitution en Iran, ils disent qu'avec ça, nous allons abandonner le pouvoir, c'est-à-dire les ayatollahs abandonnent le pouvoir. Mais 75 ans après, en 1978-19, quand il y a la révolution islamique d'Iran, c'est le contraire. C'est les ayatollahs qui vont destituer le roi et le Parlement et prendre le pouvoir. D'accord. Donc on le verra par la suite, mais effectivement les femmes avaient plus de liberté, il me semble, à cette époque antérieure. À l'époque du Shah d'Iran, avant la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire il y a déjà 38 ans, la femme, il y a Roxane, femme iranienne, il avait toute la liberté que vous avez aujourd'hui ici. Toute la liberté. Cherchez des photos, vous pouvez voir, la société, c'était une société moderne, parisienne. Oui. David Abbassi, nous allons faire une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Avec plaisir. Radio ici et maintenant 95.2, je suis avec l'historien, le journaliste et l'homme politique David Abbassi qui a accepté de répondre à notre invitation pour venir nous parler de son pays d'origine, l'Iran. Donc on était en train d'évoquer, David, la modernité dont faisait preuve cette grande civilisation, donc avant la révolution islamique de 1979. Donc effectivement, des tentatives de modernisation du pays ont été effectuées donc aux alentours de 1919 par Reza Shah Pahlavi qui modernise l'Iran en développant les industries lourdes, en ayant différents projets majeurs de création d'infrastructures, la construction d'un chemin de fer national également, la création d'un système public d'éducation nationale, la réforme de la justice qui était jusque-là contrôlée par le clergé chiite, la création du code civil iranien, l'amélioration de l'hygiène et du système de santé et la décroissance de la dépendance par rapport à la Grande-Bretagne et à la Russie. Et il faut savoir aussi qu'en 1935, l'interdiction du port du voile pour les femmes était une obligation, enfin quelque chose qui était légiféré, et l'obligation de porter un habit à l'occidental était attitrée pour les hommes. Donc... Bravo, exactement, c'est ça. Toutes les informations que vous voulez donner, Roxana, c'est tout à fait correct et exact. C'est-à-dire, Reza Shah, il a révolutionné notre pays à l'époque et la liberté que les femmes avaient à l'époque, même le droit de voter. En France, c'est arrivé 50 ans après. Alors on va revenir sur le cas de l'émancipation féminine un peu plus tard, mais donc pour situer cette période pré-révolution islamique, on est aux alentours de 1941, donc en plein dans la Seconde Guerre mondiale. Reza Shah déclare la neutralité de l'Iran, mais les forces britanniques et soviétiques envahissent le pays et forcent Reza Shah à abdiquer en faveur de son fils. Donc c'est Mohammad Reza Pahlavi qui reprend le pouvoir et qui va s'allier aux alliés face à l'Allemagne et qui déclare la guerre à l'Allemagne en 1943. Exactement, mais une chose que je dois préciser, Roxane, même Reza Shah n'avait pas signé une alliance avec Hitler.
Il n'était pas d'accord avec Hitler. Mais malheureusement, à l'époque des Alliés, ils voulaient prendre l'Iran pour pouvoir faire face à Hitler, concernant la Russie et tout ça. Les Russes et les Britanniques, ils voulaient entrer en Iran. Mais Reza Shah, ce qu'on dit qui est faux, n'est pas correct, jamais n'a pas envoyé des messages d'alliance avec Hitler. Comme vous venez de dire, il était neutre. C'est-à-dire, puisque même Iran était tellement loin de combat à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà. Mais cependant, en 1943, l'Iran se rapproche des puissances occidentales. D'ailleurs, pour quelle raison? Alors, de toute façon, vous savez, le fils de Reza Shah, Mohammad Reza Shah, dernier roi Pahlavi, il prend le trône, le pouvoir grâce aux Alliés. C'est grâce aux Alliés, puisque les Alliés, ils voulaient déclarer une république à l'époque. Mais nous avons un premier ministre Fourouri, juif iranien. Ce monsieur va aller voir les Britanniques et il va exposer le fils de Shah comme successeur de son père, et que l'Iran reste une monarchie, mais alliée avec l'Occident. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on fait la conférence de Téhéran. Et Staline, Eisenhower, ils viennent là-bas à Téhéran pour faire la conférence à l'époque, et l'Iran, il est colonisé, c'est-à-dire les Alliés sont présents en Iran, vous voyez. Les Américains, non, mais Nord, c'est à la main des Russes, Sud à la main des Britanniques, l'Iran, il est à la main des Alliés. Alors, la personne qui prend le pouvoir, il est obligé d'être allié avec l'Occident. Oui, bien sûr. Donc c'est à ce moment-là aussi que l'Iran devient rapidement un membre des Nations Unies. Exact. Et pourtant, en décembre 1945, il y a une crise irano-soviétique qui frappe le pays, donc la première de la guerre froide. Et Mohammad Reza Shah Pahlavi met en place un régime autocratique et dictatorial fondé sur l'appui américain. Pro-américain, pendant cette période, l'Iran devient pro-américaine? Non, ce problème de 1945 avec le Russe, vous savez c'était quoi? Vous savez aujourd'hui qu'il y a deux Azerbaïdjan. Il y a un pays indépendant, Azerbaïdjan, qui était ex-Union soviétique, un des pays ex-Union soviétique. Il y a un autre Azerbaïdjan qui est en Iran. À l'époque, les Russes, ils partagent l'Azerbaïdjan en deux parties. Au lieu de quitter l'Iran, ils prennent une partie d'Azerbaïdjan et le gardent. Jusqu'à aujourd'hui, cette partie de l'Azerbaïdjan n'est pas avec l'Iran. Il y a deux Azerbaïdjan. C'est pour ça, ce conflit, la moitié, ça va être récupéré par l'Iran jusqu'à aujourd'hui. C'est Azerbaïdjan d'Iran, il est en Iran. Mais c'est vrai, puisque vous savez, il ne faut pas l'oublier, après la Deuxième Guerre mondiale, le patron du monde, le patron, c'est les Américains et c'est les Britanniques. Oui. Une chose que je veux dire en parenthèse, même jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la plupart des fois l'Occident, l'Europe, il est obligé d'accepter des propositions américaines? C'est selon le contrat qu'ils ont fait après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi quand il fait embargo contre quelqu'un ou un pays, l'Europe, il est obligé d'obéir? Pourquoi? Donc des contrats qui sont toujours valides. Des contrats, bien sûr, c'est-à-dire ils gouvernent en Occident, en Europe. Il y avait du courage à l'époque de Jacques Chirac, il y avait le courage de Charles de Gaulle, ils ont fait face aux volontés des Américains. Il y avait toujours des hommes forts. En France, ils ont fait face, mais il ne faut pas oublier que actuellement, autre chose, Roxane, est-ce que vous savez, les banques français, ils ont payé plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains sans passer devant les tribunaux, seulement puisqu'ils ont travaillé avec des pays qui étaient sous l'embargo par les Américains. C'est-à-dire la France BNP, je veux le nommer. BNP, il avait travaillé avec Soudan, Iran et Libye, et il a payé 8 milliards de dollars des amendes, sans passer devant la justice. Crédit Agriculture et beaucoup d'autres banques françaises, ils ont payé des amendes. Les Américains, ils imposent et ils payent.
voyez, c'est-à-dire sans passer devant le tribunal. Et beaucoup d'autres choses. Actuellement, le problème que nous avons avec les Britanniques. Les Britanniques, ils vont rester dans la communauté européenne, mais ils vont être indépendants de l'Europe. C'est quoi ça? L'histoire de la semaine dernière, David Cameron avec vous êtes au courant. Oui, alors, comment ça se fait? Moi, une fois, j'avais Ronald Dumas. Ronald Dumas, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Mais quand même, lui, il était, pendant des années, ministre des Affaires étrangères français. Un homme fort de François Mitterrand. Il m'a dit, et ça existe sur l'internet, vous pouvez l'écouter. J'avais un dîner-débat quelque part, c'est moi que j'ai animé. Lui, il était gentil, il est venu dans mon dîner-débat. Et quand on a parlé, lui-même, il a dit, moi, je sentais, quand j'étais même ministre des Affaires étrangères de la France, je sentais qu'on devait écouter tout ce que les Britanniques nous disent. Pour la plupart des fois, on faisait des interventions à droite, à gauche, on disait des choses, c'est mon collègue britannique, il me donnait un coup de fil, il venait me voir, il disait, ça c'est notre domaine à nous, s'il vous plaît, n'entrez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, malheureusement, ce problème des Britanniques et l'Américain, et actuellement, il ne faut pas oublier, pour la plupart des problèmes que la France a en Afrique, à droite et à gauche, c'est une concurrence de pouvoir anglo-saxon contre les entrées de l'Europe. C'est pour ça, sur cette antenne, pour la première fois, grâce à Didier Doplège, grâce à son radio, que moi j'ai annoncé il y a déjà 15 ans, 20 ans, je ne sais pas quand, comme quoi école militaire. On vient de créer à l'époque. Espionnage économique. C'est-à-dire, il y avait un espionnage économique pour prendre le marché. Histoire d'embargo contre certains pays, c'est quoi? On était en embargo, l'Iran il était en embargo pendant des années, de la part des Américains, eux-mêmes, ils vendaient tout ce qu'Iran il voulait, mais par l'intermédiaire de la Turquie, Pakistan et d'autres pays. Mais la France n'avait pas le droit de le vendre. Airbus français, on ne pouvait pas l'acheter, il ne pouvait pas acheter. Même s'il voulait acheter, par l'intermédiaire, il ne pouvait pas. Mais les Américains, ils vendaient tout ce que vous voulez aux Iraniens par intermédiaire. Et plusieurs milliards de dollars qu'ils gagnaient. Et si une banque française faisait une intervention, des milliards des amendes. C'est ça, malheureusement, qu'il faut bien connaître l'enjeu international et ce que nous ne sommes pas indépendants envers des anglo-saxons, malheureusement. Alors là, c'est les débats actuels, mais effectivement, qui font référence à l'histoire, toute cette période de Seconde Guerre mondiale et de guerre froide, donc tous des enjeux stratégiques. Là, vous parlez également des accords commerciaux. Il est vrai qu'il y a beaucoup de contrefaçons sur le territoire iranien. Par exemple, je pense à l'automobile, beaucoup de marques pseudo-françaises, pour pas citer de nom, mais des contrefaçons de véhicules, par exemple. C'est faux. Ça, vous savez, puisqu'il voulait échapper l'embargo, qui soit le fabricant de voitures et celui qui l'achetait, il voulait échapper de l'embargo américain. Il disait que c'est contrefaçon, ce n'est pas nous. Mais c'était tout, parce que les voitures, je ne sais pas si vous savez ou non, pour la plupart des voitures actuellement, une partie c'est fabriqué en Chine. Oui, c'est pour ça que vous voyez Opel, Mercedes, Renault, Peugeot, si vous enlevez le logo, le cycle, tous sont pareils. L'intérieur, tous sont pareils. Ça ne change pas. C'est le moteur de temps en temps qui est différent. Le moteur. La carrosserie des voitures, pour le part, c'est la même. Et l'Iran, jamais il ne pouvait pas fabriquer sans autorisation de Renault, Peugeot, des carrosseries, des voitures en Iran. Non, il marchait, mais pour éviter les amendes que je viens d'en parler, pour échapper de l'embargo américain, on disait ça, c'est la France par exemple, ils disaient c'est pas nous, ce sont eux-mêmes qui fabriquent la tête. Mais vous pouvez pas. Et peut-être pour anticiper l'ouverture des marchés. De toute façon, les voitures françaises, depuis le Shah d'Iran, ils avaient une grande marché en Iran. On avait Talbot à l'époque, mais après Peugeot,
Renault, il était très très fort en Iran. Vous savez, quand Rouhani était là il y a déjà 2 semaines, un des contrats assez importants qu'ils ont signé, c'était avec Peugeot Citroën, un contrat assez important qui plusieurs milliers de personnes, ils peuvent retrouver le travail en France. D'accord. Donc on va revenir à la période actuelle un peu plus tard, mais déjà pour voir ce qui s'est passé au moment de la révolution islamique, qui est quand même un grand pont important de l'histoire iranienne. Donc on est dans une phase de modernisation pendant la guerre froide, avec la révolution blanche également, une modernisation accélérée, mais une société toutefois bouleversée de ses racines, qui souffre d'un profond manque de liberté. C'est ça? Non. Non. Ah bon. Ce sont des propagandes qu'ils ont dit. D'accord. La vérité, malheureusement, on ne peut pas le passer, mais je peux le passer devant. Vous voyez, c'est le titre d'un bouquin qui s'est écrit 4 ans avant la révolution islamique en Iran, The Crash of 79. Crash 79. Crash, c'est-à-dire chute. Chute de Shah d'Iran, c'était en 1979. Et Paul Erdman, il avait écrit ce scénario, Roxane, 4 ans avant que Shah d'Iran et le régime serait chuté. C'est un bouquin qui existe en français, en anglais, en toutes les langues. Ce soir, comme d'habitude, comme c'était la politique de Didier Deplège, mon ami, le fondateur de cette radio, de donner des informations qu'ailleurs on n'entend pas. Et des choses que les autres ne nous disent pas. Moi-même, j'étais opposant au régime de Shah d'Iran quand j'étais jeune. J'étais un jeune journaliste de 14 ans, 15 ans, 16 ans, j'avais des problèmes. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on dit aujourd'hui, 100% ce n'est pas vrai. Le chute de Shah d'Iran, c'était programmé. C'était programmé. Pourquoi c'était programmé? Toute cette histoire d'émeutes populaires... tout est programmé. Écoutez, aucune manifestation, nulle part, vous ne pouvez pas le faire vous-même toute seule sortir. Il faut une organisation. Ici en France, il y a des manifestations de n'importe quel côté. Si France Info, ils ne l'informent pas les gens, personne ne va pas y aller. France Info, le matin, ils commencent, aujourd'hui, manifestation patati, manifestation patata, tata, ou d'autres chaînes d'info. Alors, Roxane, en 1974, tout le monde sait, 74-15, il y a la crise de pétrole. Le prix de pétrole augmente. Ce sont certaines choses que mes amis m'ont envoyé d'Iran, 100%, même si je le diffuse, je suis obligé de traduire, mais sur mon télévision et sur YouTube, les gens ils peuvent chercher à trouver. Le Shah d'Iran, il fait un discours assez important en 1974. D'accord? C'était le moment que le pétrole a été augmenté de 9 $ à 36 $. Et l'Occident avait des problèmes. Les Britanniques, ils avaient des problèmes. Tout le monde avait des problèmes. Autre chose qu'en parenthèse, je veux dire. À notre fierté de notre radio ici maintenant, c'est l'invention de beaucoup de mots qu'aujourd'hui tout le monde l'utilise. C'était sorti pour la première fois d'ici, comme le mot islam politique. Oui, c'est vous qui l'avez C'est moi qui ai inventé ça. Après, histoire de pétrodollar. Pétrodollar, nous avons commencé à parler sur cette antenne. Il y a déjà peut-être... en 74, 73, une personne dans une université, peut-être il a prononcé cette mot-là, mais personne n'a pas entendu en France. Mais moi non plus, je n'étais pas encore... j'étais un petit garçon de 12 ans à l'époque. Mais pétrodollar, quand on a évoqué ici, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, c'est dans l'histoire de pétrodollar. Pétro, c'est le pétrole. Dollar, c'est les banques. Le plus grand voleur criminel du monde, c'est les banques, c'est les banquiers. De l'autre côté, c'est le pétrole. Le plus importante cause de toutes les guerres, c'est le pétrole, Roxane. Alors le Shah d'Iran, 1974, il annonce en personne, et le son de Shah d'Iran pour la première fois, c'est moi que je l'ai diffusé il y a 5 ans, on m'a donné de l'archive d'Iran, il dit, je vais dire aux Britanniques, que dans 5 ans, notre contrat de pétrole va prendre fin.
c'est-à-dire en 1979, soi-disant. Il va dire qu'en 1979, je ne vais pas renouveler mon contrat avec les Britanniques. Contrat de pétrole qu'on avait, qu'ils ont signé, comme vous venez de dire, après la Deuxième Guerre mondiale. Il dit que les Britanniques n'ont pas respecté leurs engagements. Déjà, ils n'ont pas fait ça, patati patati. En même temps, Roxane, le prix du pétrole augmentait, et à l'époque, vous n'existez pas encore, mais il y avait des problèmes. Didier, il se rappelle, les autres personnes, ils se rappellent que dans les années 70, en Occident, on avait des problèmes de pétrole, puisque le prix du pétrole, tout d'un coup, est arrivé à $36. Au lieu de $9 et tout. Tout le monde avait des problèmes. Et Shah d'Iran, il dit que je ne veux pas renouveler le contrat de concession de pétrole de Grande-Bretagne dans 5 ans, c'est-à-dire en 1979. Et monsieur Paul Erdman, il écrit son bouquin un an après ce discours que Shah il fait. C'est-à-dire, Paul Erdman, ce n'est pas un romaniste, un écrivain de romans. Vous savez c'est qui Paul Erdman? Non. Voilà. C'est un ancien banquier, il est d'origine du Canada, mais c'était un ancien banquier, il était directeur de banque, associé aussi dans les banques, dans les finances. Il travaillait pour les Américains, c'est-à-dire il était parmi les think tanks mondiaux des banques. Goldman Sachs, etc., non? Tout c'était ensemble, mais il avait d'autres branches que lui, il avait, et qui lui, il était patron. Paul Erdman, il va avoir des problèmes avec la justice américaine. On va prendre son banque et Paul Erdman va aller en prison. Il va aller en prison. Et là, en prison, il commence à écrire. Il commence à écrire les projets que les Américains et les Britanniques, ils avaient à droite à gauche. Et dans cette bouquin Crash 79, c'est-à-dire le chute de Shah d'Iran, 5 ans avant il a écrit, 4 ans avant il a écrit, il donne les scénarios exactement ce qui était fait en 1979. Donc pour vous, la destitution du Shah d'Iran est programmée par les Américains et les Britanniques. D'accord. Tout est programmé, c'est-à-dire rien. Il ne faut pas oublier, n'importe quel régime, il a des problèmes, comme n'importe quel individu, Roxane, qu'il a des problèmes. Moi, peut-être un jour je suis content, l'autre jour peut-être je suis triste, un jour je suis gentil, peut-être certains temps je suis pas gentil. Le régime aussi, n'importe quel régime, c'est comme ça. C'est vrai qu'à l'époque de Shah d'Iran, on avait le SAVAK, service de renseignement de Shah d'Iran. Peut-être c'était un peu dur, mais je vous assure, puisque moi j'étais arrêté même à l'époque de Shah d'Iran. Mais le système policier de Shah d'Iran, ce n'est pas 100 fois, ce n'est pas 1000 fois, 10 000 fois mieux que les ayatollahs. Puisque moi, heureusement, j'ai quitté le pays. Après la révolution de 12 ans, j'ai quitté. Mais ils ont tué mon père. Et mon frère, elle était arrêté. Didier le connaît. Ma soeur, elle était arrêtée. Sarah, elle était jeune, elle avait 12 ans. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont fait avec ces enfants-là. Il est déjà 25 ans, 20 ans, 27 ans quand ils les ont arrêtés. Mais à l'époque de Shah d'Iran aussi, on m'avait arrêté. Mais le SAVAK était quand même civilisé. Le SAVAK d'Iran, c'était les gens qui avaient fait ses études en Amérique, en Israël, en Grande-Bretagne, en France. C'était de l'époque, c'est le CIA qui avait appris ces gens-là. Et torture, qu'ils disent, je vous assure, torture, qu'aujourd'hui il existe, à l'époque il n'existait pas, ils racontaient des histoires pour salir le régime de Shah d'Iran, pour pouvoir le faire chuter rapidement, puisque c'était programmé 79, le contrat de pétrole n'aurait pas renouvelé, le Shah ne devait pas exister. Et moi, je vous dis une chose encore. J'ai interviewé Daniel Gélan, l'acteur français, tellement connu, sur cette antenne. Même il est venu dans notre studio ici, il a parlé. On était dans un tour de scène à l'époque. Daniel Gélan. Lui, il a joué le rôle de Shah d'Iran dans un film américain. Daniel Gélan, acteur, poète, artiste français, m'a confié, il a confié à la radio ici maintenant, comme quoi Shah d'Iran, c'était un complot. Et même quand il était mort, le mort de Shah d'Iran ici, c'était un complot, quand se débarrasse de lui facilement, rapidement, etc. C'était une question de pétrole, et pétrodollar, il ne faut pas oublier, même actuellement, petit mot, après on va abandonner, actuellement vous entendez beaucoup de Daesh. Oui. Daesh, il est dans le camp de pétrodollar.
C'est-à-dire Daesh n'a pas été créé par Obama, ni par d'autres présidents, c'est par les patrons de pétrodollars. Vous comprenez? C'est ces patrons de pétrodollars. Le dollar, il arrive à 110 $, le baril, le pétrole 110. Donc il n'y a pas de lien avec l'islam, hein, proprement parlé. Écoutez, on peut profiter de n'importe quoi, n'importe quand. On peut profiter. Mais nous, on devait être intelligents. Nous, on devait être intelligents de ne pas laisser... malheureusement, dans l'islam politique, il y a certains trucs que, si on veut profiter contre quelqu'un ou quelque chose, on peut profiter. Ça, malheureusement, ça existe, vous voyez. Mais toujours, quand l'islam il devient politique, quand il est politisé, il est comme les autres mouvements politiques dans le monde, Roxane. Oui, effectivement, c'est aussi l'interprétation qu'on fait de ces textes sacrés. Oh, oui, aussi ça, si vous voulez parler. Moi, j'ai fait un bouquin à ce sujet, préfacé par le sénateur Henri Caillavet, Femmes et guerre en islam politique. Ce bouquin, j'ai fait sous la demande d'Henri Caillavet, qui également, il était notre invité plusieurs fois ici dans cet studio. Sénateur Henri Caillavet, vous avez actuellement le CSA. Le fondateur, c'est Henri Caillavet. Vous avez IVG. Simon Veil, il l'a passé aux Assemblées nationales. Mais le projet, c'était d'Henri Caillavet. Et Simon Veil était élève d'Henri Caillavet. Et euthanasie, vous avez. Dans le monde, c'est reconnu. L'origine de l'euthanasie aussi, c'était Henri Caillavet. Le sénateur Henri Caillavet, il m'a commandé de faire un travail sur les femmes en islam. Il m'a demandé, hein, parmi les choses qu'on faisait, j'ai fait un bouquin, Femmes et guerre en islam politique. Là-dedans, à la fin de ce bouquin, vous avez 10 pages, j'ai copié les textes sacrés du Coran et j'ai mis là-bas en arabe. Hein. C'est le texte. Dans le texte, il y a certaines choses, que ça on ne va pas parler maintenant ce soir puisque votre programme c'est énergie positive, ça c'est autre chose. Mais dans le texte, malheureusement, il y a des choses qu'il prend le texte, après il l'exécute. Comme il y a des textes gentils, tolérants, etc. Puisque voilà, je vais vous faire un cadeau, je vais vous dire. Regardez, le prophète d'Islam, sa vie, il y avait 3 périodes. Comme la période de toutes les personnalités que vous connaissez maintenant. 3 périodes il avait. Chaque période, il avait des paroles différentes. La première partie, c'était la période élection, on peut dire. Excuse-moi, je dis ça pourquoi je dis ça? Je dis pour que on peut mieux comprendre. La période de propagande, quand ils avaient, il était gentil. Propagande pour avancer l'islam. Deuxième période, c'était il se émigrait de son village, Mecque, vers Médine. Là-bas, il devient maire de cette ville, président de la République de ce pays. Alors là-bas, il est obligé de faire des lois. Les lois qu'il fait, il y a déjà 1400 ans, aujourd'hui, ça ne peut pas être adapté à vous, à Roxane ou d'autres femmes. Troisième période, c'est quoi? C'était la période qu'il faisait des guerres. La période qu'il faisait des guerres pour ramener l'argent dans la caisse, non plus, aujourd'hui, on ne peut pas prendre compte de tous ces versets-là. Vous comprenez? D'accord, donc vous dites qu'il faut adapter les textes religieux à leur époque? À leur époque, et en plus, surtout que le Coran, comme un islamologue, je vous dis, comme un islamologue qui connaît bien l'islam, dans l'islam au même, islam, il dit les versets du Coran, également 3 parties. Il y a les versets solides, les versets douteux, et les versets qui étaient annulés. Les versets qui étaient annulés, aujourd'hui, on ne peut pas tenir compte. Il y avait des versets que le prophète de l'islam, il faisait des guerres, il ordonnait de tuer les gens. Parce qu'il faisait la guerre à l'époque. Mais maintenant que les musulmans ils vont vivre en paix avec les gens, il n'y a pas de période de guerre. Et il faut abandonner tous ces versets-là. C'est des versets annulés, annulants. Et ça existe le preuve dans le Coran même. C'est le Coran qui dit. Oui, c'est aussi le point de vue de nombreux libres penseurs condamnés encore à l'emprisonnement et à la peine de mort. Nous allons faire une courte pause musicale et on se retrouve. Je suis avec David Abbassi, homme politique, écrivain, journaliste et homme de radio, puisque animateur de l'émission Soleil Perse sur l'antenne d'Ici et Maintenant pendant de nombreuses années, qui est venu nous parler de la situation de l'Iran qui connaît aujourd'hui des élections législatives doubles, donc un enjeu important, David, aujourd'hui. Alors, c'est vrai que votre émission, Roxane, c'est énergie positive, mais malheureusement, moi, je pense que les ayatollahs,
de n'importe quelle couleur qui soit, le turban noir ou blanc, c'est presque la même chose. Mais c'est vrai peut-être pour le peuple iranien, il y aurait peut-être un petit pourcentage de changement. Mais pas beaucoup, vous voyez. Pour ça, après l'accord avec les Américains, soi-disant, l'histoire d'embargo qui était terminée, l'Iran, il est entré déjà dans la communauté mondiale. C'est bien pour l'économie, puisqu'actuellement, malheureusement, jour après jour, pauvreté s'avance. Les problèmes économiques s'avancent pour le pays et seulement c'est les riches qui ont moins de problèmes et que les pauvres se rajoutent à leurs problèmes, qu'ils soient en Iran ou ici ou ailleurs. Et actuellement, c'est l'économie mondiale et cette économie n'a pas ni le couleur ni le sentiment qu'il y avait à l'époque. Vous voyez, tout est l'argent, tout est pétrole, tout est dollar, et c'est l'économie qui va être ouverte envers le monde avec cette histoire. Mais je pense que le peuple iranien ne peut pas très profiter pendant que les clergés sont au pouvoir en Iran, puisque toujours l'interdiction contre les femmes, l'interdiction contre l'écrire et lire, même les réseaux sociaux, Roxane, vous savez, depuis 48 heures, est fermé en Iran. C'est-à-dire, ils contrôlent même Internet quand ils ont des élections. Moi, quand je fais il paraît, j'ai vu à ce propos un reportage qui énonçait qu'il y avait des manières très faciles de les contourner en faisant appel à des PNV, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, pour infiltrer les réseaux sociaux que la jeunesse est capable finalement d'obtenir très facilement. Non, c'est vrai qu'il y a une avancée. Par exemple, l'Iran, grâce à l'argent qu'il a et grâce à l'intelligence, on peut dire. Puisque c'est vrai, on dit si tu connais pas bien ton ennemi, jamais tu ne peux pas bien faire ton combat. Moi, depuis toujours, j'ai dit, les ayatollahs actuellement, ils sont très intelligents. Ils sont très, très intelligents. Déjà, ils ont deux leaders, deux chefs. Il y en a un chef, c'est pour l'Iran. C'est pour les peuples qui sont pauvres, qui sont musulmans, soi-disant. Et il s'appelle Ali Khamenei, c'est le guide spirituel. Ils ont un autre chef, c'est pour l'Occident. C'est pour les gens, les intellectuels. C'est le gars avec le turban blanc, Rafsanjani. Celui-là, quand ils ont des élections, tous les deux, ils font des combats, comme ici, de temps en temps, vous voyez Sarkozy et Hollande. Donc c'est pour ça qu'on parle de double élection législative? Non, c'est double élection parce qu'ils sont en train de choisir deux assemblées. Première assemblée, c'est l'assemblée des experts. Le travail de cette assemblée d'experts, qu'on devait choisir 80 millions d'habitants, 72 personnes seulement, c'est pour choisir le prochain guide spirituel. Quand Ali Khamenei est mort, c'est qui sera remplacer Ali Khamenei. Ça, on dit le Parlement des experts. Ça, c'est une élection que seulement c'est les ayatollahs qui peuvent participer. C'est-à-dire, le peuple, il peut voter, mais les candidats, tous sont des ayatollahs. C'est-à-dire, c'est le haute instance des clergés iraniens. On dit Parlement des experts. Après, à côté, vous avez le Parlement national, qui là-bas, ils le nomment Parlement islamique. Ce Parlement, c'est les députés. Et pour les députés également, ils ont choisi aujourd'hui. C'est pour ça, quand on dit qu'il y avait deux élections pour deux parlements, soi-disant Parlement des experts et Parlement des députés normaux. D'accord. Alors il faut savoir effectivement qu'au niveau de ces guides, ces gardiens de la révolution, puisqu'ils sont nés après la révolution islamique de 1979, donc aussi appelés guides suprêmes comme vous venez de l'indiquer. Donc le guide de la révolution est responsable de la supervision des politiques générales de la République islamique d'Iran. Le guide de la révolution est élu par l'Assemblée des experts, donc vous voulez le dire, pour une durée indéterminée. Indéterminée. Le guide de la révolution est commandant en chef des forces armées, donc exact. Ça c'est quand même intéressant de le souligner. Il contrôle le renseignement militaire et les opérations liées à la sécurité, et lui seul a le pouvoir de déclarer la guerre. Roxane, la totalité
de pouvoir en Iran est à la main de guide. C'est-à-dire Ali Khamenei, que moi-même je le connais bien, puisqu'il était copain de mon père. Et pendant des années, on habitait presque dans le même quartier. Je le connais bien, cette personne. Ah, c'était un pauvre monsieur à l'époque, vous voyez. Mais lui, c'est vrai qu'il est un peu autoritaire. Et cette autorité qu'il a, actuellement, de toute façon, c'est le rôle de Wali Faqih. On dit Wali Faqih, c'est-à-dire représentant de Dieu. Lui, il gouverne partout, c'est-à-dire même le Parlement iranien, qui va être construit, le nouveau, à partir de demain. S'il fait une petite chose qui ne va pas, Ali Khamenei, il faut envoyer un message et pour annuler. C'est-à-dire le droit de veto, il l'a partout. C'est-à-dire Ali Khamenei, vous savez, c'était sur cette antenne-là à l'époque que Obama il a pris le pouvoir aux États-Unis. J'avais interviewé son conseiller de renseignement, Robert Baer. Robert Baer, quand on parlait ensemble, il disait alors si Obama va envoyer un message, pour qui est-ce qu'il devait envoyer ce message? Parce qu'à l'époque, il y avait un président de la République, Parlement, comme aujourd'hui. J'ai dit, tu peux dire à Obama qu'il devait envoyer son message seulement à Ali Khamenei. Parce que s'il envoie à quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher. Un jour même, Nicolas Sarkozy, président de la France, il y avait des problèmes à l'époque. J'ai dit, président, si vous voulez régler ce problème, la seule personne que vous devez parler avec lui, c'est Ali Khamenei. Ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas... Et à l'époque, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Sarkozy? Il a envoyé Poutine en Iran. Poutine, il l'a envoyé en Iran de la part de communautés européennes, puisque Sarkozy, à l'époque, il présidait l'Europe aussi. Et il a gagné. L'Europe, à l'époque, ce qu'il voulait, il a gagné. Et l'Iran, il l'a donné. Je vais vous donner quelques informations, c'est intéressant pour notre radio. Voilà, par exemple, la France, il décide de quitter l'Afghanistan. Il décide de quitter l'Afghanistan. Quitter l'Afghanistan, c'est-à-dire il faut repatrier plusieurs milliers de personnes et plusieurs chars, tatati, et plusieurs vols d'avions, patati. Ça coûte de l'argent. Ça fait plusieurs millions de dollars. Michel Rocard, il va aller en Iran. Il a son bureau dans mon immeuble 66, Champs-Élysées, Michel Rocard, ancien Premier ministre. Il va aller en Iran et il va demander aux Iraniens d'aider la France, puisque Hollande, il vient d'être président. Parce que tout ce que vous voyez actuellement, vous devez savoir qu'il y avait des choses avant. Et Michel Rocard, il va demander de la France, comme quoi François Hollande, il vient d'être président de la République en France. La France, l'économie va mal. Plusieurs millions de dollars on va dépenser pour repatrier nos militaires et tout ce qu'on a là-bas en Afghanistan. Alors l'Iran, est-ce qu'il est prêt à nous aider? Et Ali Khamenei, il accepte. Et il accepte, et il paye. C'est-à-dire, il peut déjà traverser l'Iran, et même l'Iran, il a aidé la France, et sur beaucoup d'autres points également. C'est-à-dire, c'est Ali Khamenei qui décide. C'est le patron, c'est lui. Donc il est un peu au même titre que les banques gouvernent davantage que les États-nations. Bravo, exact. Ça, on peut faire la comparaison. Mais par contre, autre chose, Roxane, en Iran, malheureusement, c'est vrai que les banques, encore l'économie, il a un autre pouvoir en Iran. Que même, moi-même, je vais vous dire, moi j'ai entendu de la bouche d'Ali Khamenei plusieurs fois. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ordonne, mais il n'exécute pas. Quand on n'exécute pas, ce sont les endroits que lui, il ne peut pas les gérer comme les banques. Même les banques en Iran, puisque vous venez de dire. Vous savez, actuellement, on a arrêté un monsieur, il s'appelle Babak Zanjani. Babak Zanjani était quelqu'un qui blanchissait l'argent iranien. Il était un pauvre garçon, il devint milliardaire. Seulement, il y a déjà 2 ans, on a arrêté 18 milliards de dollars en affaires saisies, de 18 milliards de dollars qui appartenaient à ce monsieur-là. C'était l'argent d'Iran. Puisque l'Iran était sous l'embargo, il ne pouvait pas faire le commerce, le business. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de créer des banques à droite à gauche avec les passeports
américaines, européennes, français, vous voyez? Et ce Babak Zanjani, il blanchissait l'argent. C'est dans ce moment-là que les banques françaises aussi intervenaient dans le blanchissement de l'argent. Alors ce monsieur-là, Babak Zanjani, actuellement, il est en prison. Il est en prison depuis que Rouhani est venu. Pourquoi? Puisque le pouvoir politique, et quand ça change, le pouvoir économique aussi, ça change. Comme ici, Taqeddine. Vous connaissez Taqeddine, Ziad Taqeddine, on dit c'est lui qui ramenait l'argent de la Libye, etc. Beaucoup d'autres. Quand il y a un changement de président, il y a certains dossiers qui sortent, patati patata. C'est-à-dire, même actuellement, pour ce que vous venez de dire, le guide en Iran, c'est vrai que peut-être il peut contrôler tout, sauf les banques, et sauf le pétrole non plus. Puisque le pétrole, par exemple, je vous dis une chose, il crée des sociétés, en Occident, c'est ces sociétés-là qui vont acheter et vendre le pétrole iranien, et l'Iran, il va être un intermédiaire.